Dans ce bonus, vous allez retrouver l'entretien exclusif que j'ai réalisé avec Julien Cernobori. J'ai préféré isoler l'entretien que j'ai eu avec lui des autres entretiens que j'ai réalisés avec les auditeurs et auditrices de Cerno, qui sont au nombre de 4, et que vous retrouvez en partie dans l'article de Podcast Magazine numéro 1. Dans cet entretien, j'ai voulu savoir comment Julien s'occupait de sa communauté et ce qu'il pensait des réseaux sociaux, tout en mélangeant ce que ces 4 auditeurs, auditrices pensent de ce podcast et comment ils l'écoutent. Cerno est un des podcasts qui engage incroyablement les auditeurs, qui deviennent eux-mêmes des anti-commissaires, c'est-à-dire des enquêteurs apportant des éléments à Julien dans cette anti-enquête. Nous avons enregistré ce podcast dans un bar à Paris avec le micro Yellowtech IXM Podcaster. Bonne écoute. Ton premier réflexe communauté, c'était quoi ? Est-ce que d'abord c'était un réflexe, la communauté, ou alors pas vraiment ? Alors j'avais conscience qu'il fallait que je communique assez bien sur les réseaux sociaux au moment où j'ai lancé Cerno. Et n'y connaissant pas grand-chose et sachant que j'étais assez maladroit par rapport à ça, j'ai contacté un ami à moi qui est community manager à Londres. Et je lui ai demandé des conseils et il m'a demandé de faire un tableau en fait sur Instagram, Facebook et Twitter, de faire un tableau de mes posts pour 3 mois. Il m'a dit tu pars pas en vacances tant que tu m'as pas fait ça, 3 posts par semaine sur chaque réseau social. Et ça, tu faisais pas ça avec Super Hero ? C'est un truc que tu as démarré uniquement pour Cerno ? Oui, parce que Super Hero, déjà je l'ai commencé chez Binge. Et c'est pas moi qui m'occupais de ça. Je suivais même pas du tout ce qui se faisait. Et je crois qu'à l'époque, comme c'était un peu les débuts du podcast quelque part, enfin oui et non, mais on communiquait pas vraiment sur Super Hero. Et là, du coup, moi, j'ai trouvé ça un peu contraignant. Et j'ai quand même fait le job. Hein. J'ai rempli mon tableau pour 3 mois. Et ensuite, c'est devenu un automatisme. Et maintenant, je communique plus trop. En fait, je communique quand un épisode sort. Mais pendant longtemps, j'ai fait des verbatims, des extraits de mes épisodes avec des photos, tout ça. Et ça me demande un peu trop de travail. Parfois, j'en ai marre de faire ça. Et là, en ce moment, je fais une petite pause, mais dès que ça me reprendra, je le referai. T'as une affinité particulière avec un réseau lequel, si t'en avais à utiliser qu'un, ce serait lequel ? Instagram. Même si je suis plus Facebook, parce que voilà, c'est plus ma génération. Je comprends mieux, en fait. J'ai été plus accro à Facebook qu'à Instagram, mais je sens que c'est quand même, je sens quand même qu'Instagram est le réseau le plus porteur, quoi. C'est ça. Ouais, c'est là que ça circule le mieux. Et c'est un truc que tu conseillerais de faire ça, de prévoir les posts, parce que ça va être simple quand même, parce que Cerno, tu démarres. Comment tu fais pour prévoir 3 mois à l'avance des posts ? Alors j'avais déjà des épisodes d'avance. Hein. D'ailleurs, quand je me suis lancé, je conseille à tous ceux qui se lancent dans le podcast d'avoir plusieurs épisodes d'avance, parce que très vite on est rattrapé par la fatigue, par l'ampleur de la tâche. Et souvent on se décourage, donc je conseille avant de lancer d'avoir plusieurs épisodes. Moi j'en avais 10. Et du coup voilà, j'ai communiqué sur ces 10 épisodes. Donc je savais quel était leur contenu et c'était facile après de faire, c'est juste du travail, mais de faire des posts, il fallait sortir des verbatims, faire des petites images, des vignettes. Voilà. Il y a aussi, et j'ai aussi appris, il y a un auditeur qui m'a parlé d'une app en fait qui s'appelle Later et qui me permet de programmer mes posts. Alors, je l'utilise plus trop en ce moment, mais c'est assez pratique parce qu'on peut programmer sur Insta, Facebook et Twitter des posts à l'avance. Et c'est assez... voilà. Après, c'est l'app elle-même qui programme le post à l'heure à laquelle elle aura le plus de chances d'être vu. Il aura le plus de chances d'être vu. Voilà, c'est un conseil que je donne, Later. Est-ce que tu sens que les réseaux sociaux, ça t'apporte des auditeurs ? Je dirais que plus largement, c'est le bouche à oreille qui m'apporte des auditeurs. Après, on ne peut pas trop mesurer. Mais je sais que par moment, quand j'ai arrêté de communiquer, j'ai senti qu'il y avait une petite baisse d'audience. Donc probablement, ça fait circuler les choses. Et bon, voilà, l'idéal, c'est qu'on discute autour des posts.
que les posts créent des petites histoires, des petites polémiques peut-être, ou des petites réflexions, des petites questions. Mais bon, voilà, ça veut dire qu'après, il faut animer. Et moi, je ne suis pas un grand animateur de ça. J'ai déjà beaucoup de choses à faire dans mon podcast. Donc voilà, je me cache un peu derrière mes posts. Je réponds pas toujours. Je like, mais je réponds pas forcément. Je laisse les gens se débrouiller, les auditeurs discuter entre eux. Et j'avoue que si je fais une pause aussi en ce moment des réseaux sociaux, c'est parce que parfois je souffre un peu des remarques ou des interprétations de mes épisodes. Ça me met dans une position de fragilité parfois. Et parfois je suis pas armé pour faire face à ça, comme en ce moment par exemple. Donc du coup je laisse un peu tomber et je reviens après quand je me sens un peu plus aguerri, quoi. Donc ça veut dire que tu as des haters, c'est ce qu'on appelle les haters, c'est-à-dire ceux qui sont là pour être désagréables? Non, j'ai pas de haters. J'en ai pas. Jusqu'à présent, je touche du bois, j'en ai pas eu. Par contre, j'ai des auditeurs qui sont exigeants. Dès que je parle d'un sujet qui leur plaît pas ou qui trouvent que j'ai été trop pas assez sympa avec une personne que j'ai interviewée, ils me le disent et moi, je sais pas pourquoi, parfois ça me blesse en fait. Et je me dis, j'ai pas forcément envie de savoir tout ce que tous les auditeurs pensent, quoi. Donc j'essaie de me protéger par rapport à ça. Je fais un peu ce que j'ai à faire. Mon podcast, mes rencontres. Pour moi, c'est ce que j'ai à faire. Et le reste, je veux pas trop mettre mon nez là-dedans, quoi. Ça dépend des moments, mais voilà. Mais pas des haters quand même. Non. Donc c'est toi qui fais tout? Je fais tout de A à Z. Ouais. Et t'as pas des personnes qui te proposent de t'aider sur cette partie-là, des auditeurs par exemple, ou des gens qui veulent, mais c'est difficile. Est-ce que tu leur laisserais aussi la main? Je pourrais leur laisser la main, mais sauf que si je pourrais employer quelqu'un. Aucun auditeur m'a proposé, si tu veux, de faire ça, mais je pourrais laisser la main en employant quelqu'un, sauf que j'ai pas forcément les moyens pour l'instant. Mais c'est vrai que ça serait bien, ouais. Ça serait bien. Ouais, c'est pas un truc qui te passionne, mais par contre c'est utile. Enfin, tu sens quand même qu'il y a. Si tu avais 3 conseils à donner à un podcasteur qui se lance et qui veut réunir sa communauté par le biais des réseaux sociaux, ce serait quoi? D'utiliser déjà Instagram, enfin ça dépend après du podcast. Alors mes conseils, ce serait ça, ce serait comme me l'a dit mon ami londonien, de faire un tableau sur plusieurs semaines, de communiquer sur tous les réseaux sociaux dans la mesure du possible, et ensuite de faire des images, beaucoup, de belles images. Et des petits audiogrammes aussi, qui est des petits verbatims, des petits trucs sonores. Voilà. Là aussi, il y a des apps qui permettent ça, ou même des hébergeurs qui fournissent ce genre de service. Ça, c'est très important que les gens, que les podcasteurs communiquent un peu là-dessus. C'est vraiment nécessaire, je crois. Moi, j'ai de la chance d'avoir de la presse, en fait, de temps en temps. J'ai eu de la chance d'en avoir au début, mais parce que j'étais un peu connu déjà par super-héros et tout ça. Quand on démarre un podcast que personne nous attend ou personne ne nous connaît, je pense qu'il faut vraiment être présent sur les réseaux sociaux et le mieux possible, quoi. Est-ce que est-ce que toi tu as tu regardes les communautés des autres? Est-ce que tu t'inspires de ce que les autres font, ou alors t'as pas le temps? J'ai pas le temps, jamais. Je regarde jamais ce qui se fait. Non. Je traîne pas sur les réseaux sociaux. J'ai pas le temps. J'ai pas très envie. Voilà, c'est très très rare, quoi, que je regarde tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler quand même des communautés, de ta communauté? C'est-à-dire que tu as réussi à réunir vraiment et à entretenir, parce que là, on est vraiment dans un entretien quasi obligatoire. Le Slack, les réunions, pour ceux qui t'aident à financer ton travail. Alors, j'ai ouvert effectivement pour mes contributeurs au Patreon, donc c'est comme ça que je finance mon podcast, grâce à Patreon. Et j'ai ouvert pour toutes les catégories de contributeurs une plateforme de discussion qui s'appelle Slack, et sur laquelle on discute. J'avoue qu'au début c'était assez facile parce que j'avais une dizaine de contributeurs. Maintenant j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs centaines, donc ça devient plus compliqué. Donc souvent je les accueille, les nouveaux auditeurs, par un message de bienvenue.
Et on discute un petit peu, je veux savoir un peu qui ils sont, etc. Et souvent, ils m'expliquent pourquoi ils contribuent et pourquoi ils aiment mon podcast. Donc ça, je le fais volontiers. Ensuite, j'ai plus vraiment le temps non plus d'animer parce que c'est vraiment ça. Donc je laisse un peu les contributeurs, les auditeurs discuter entre eux de ce sujet. Tout en... quand ils me posent des questions, je réponds bien sûr. Mais je les laisse un peu créer des sujets et discuter entre eux, quoi. Parce que c'est vraiment un travail à temps plein. Alors moi, je fais beaucoup de montage, où je suis beaucoup en tournage et beaucoup en montage, donc. Et donc je suis très content parce qu'ils sont là. Je leur demande des conseils quand j'ai besoin. Je sais qu'ils sont là, qu'ils me parlent. Quand je veux parler à quelqu'un, je peux leur parler. Mais je ne vais pas forcément animer la communauté. C'est peut-être un tort d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est comme ça. Alors, pour qu'on comprenne un peu l'agencement de tes... Donc, tu as un Patreon sur lequel tu mets des bonus, tu as un Slack sur lequel tu mets aussi des bonus, et tu as des réunions. C'est comme ça, en fait, que tu arrives à animer ta communauté, et il n'y a rien d'autre, en fait. Il y a ces éléments-là, et est-ce que tu as des idées d'évolution, en fait, ou comment tu le sens, la manière dont aujourd'hui tu gères ta communauté? Disons que ça, j'ai pas vraiment réfléchi. Parce que ça m'est tombé dessus. En fait, je me suis dit, j'ai entendu parler de Patreon et je me suis dit que c'était une bonne façon de financer. Au début, j'ai compris que ce serait assez difficile d'y arriver parce que les gens s'abonnent, mais vraiment tout doucement. Enfin, les abonnés arrivent, mais tout doucement. Donc, j'avais pas forcément prévu l'ampleur du truc, en fait, que j'aurais autant de contributeurs. Donc, au début, j'ai trouvé ça super parce que, effectivement, ça l'est toujours. Hein, c'est parce que je me suis dit, en fait, mes contributeurs sont un peu comme mes producteurs, c'est-à-dire qu'ils m'aident, ils m'aiguillent, en fait. Ils me posent des questions et du coup, je me pose des questions sur mon travail. J'ai un retour, en fait, direct. Ça, c'est très précieux. Et aussi, ils m'aident dans l'enquête. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais c'est qu'ils m'aident à enquêter. Et notamment... en ce moment, par exemple, il y en a eu beaucoup, hein, mais il y a 2 auditrices qui sont Julia et Lisa Doll, qui m'aident énormément à enquêter. Donc je fais des bonus grâce à elles. Et alors en fait, donc voilà, j'ai prévu petit à petit. Au début, j'avais un épisode en avant-première. Je mettais l'épisode en avant-première, en fait, une semaine ou 15 jours avant sa diffusion sur les applications de podcast. Donc je le donnais au Patreon, en fait, aux contributeurs. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'avais plus d'avance. Mais j'ai remplacé ça par un épisode bonus. Donc, qui était un peu les coulisses du podcast, comment je travaille, tout ça. Et maintenant, en fait, ce qui est en train de se profiler, c'est qu'il y a une double narration dans Cerno. Donc, il y a les épisodes, ce qu'on pourrait appeler les grands épisodes, entre guillemets, qui sont diffusés sur les applications. Et les compléments d'anti-enquête, donc qui sont des bonus, qui ne sont diffusés que sur la plateforme Patreon. Et il y a une narration parallèle, en fait, qui se met en place tout doucement. Et ça, j'avais pas vraiment prévu ça. C'est tout nouveau, hein, d'ailleurs. Et il y a une suite, en fait, maintenant. Il y a une enquête parallèle, par exemple, grâce à cette auditrice dont je parlais, Julia, qui enquête sur un meurtre qui a eu lieu en face de chez elle. On ne sait pas si c'est Thierry Paulin ou pas, le serial killer sur lequel je travaille, qui a tué cette personne. Et elle s'est mise à enquêter. Et m'a un peu obligé, quelque part... mais je me suis volontiers prêté au jeu, à suivre son enquête et à y participer. Et du coup, c'est ce que racontent les bonus, et moi je trouve ça absolument passionnant. En fait, ce que racontent les bonus, c'est cette enquête-là parallèle de Julia. Donc voilà, ça, c'est comme si c'était un deuxième podcast, en fait, quelque part, qui émerge. Et je sais pas trop comment je vais m'en sortir avec ça, parce que moi-même, je m'y perds, en fait, dans toutes les informations qui me parviennent, quoi. Mais bon, j'ai quand même beaucoup de chance, quoi. Donc tu as des spin-offs qui se créent de ton podcast. C'est ça. J'ai un spin-off, ouais, absolument. Ça veut dire que tu fais les choses de manière empirique. Est-ce que si tu démarrais ton podcast là maintenant, tu ferais différemment? Je crois pas. Parce qu'un podcast, pour moi déjà le podcast c'est l'endurance. Il faut vraiment tenir longtemps. Tu t'obliges? J'ai pu m'obliger parfois, contre la fatigue, contre une démotivation par moment. Mais
En même temps, dès que je me dis, bon là, je vais un peu lever le pied ou faire une pause de quelques semaines, j'y arrive pas parce que, quelque part, au fond, je suis passionné, quoi, parce que j'adore tellement ça que quand je m'arrête, je dépéris, je crois. Donc, je m'oblige pas vraiment. Mais donc, c'est l'endurance et il faut petit à petit se tester, en fait, voir où ça nous mène. Alors moi, c'est vraiment mon truc, de voir où ce podcast me mène. À la fois dans la narration et même dans ma vie, quoi, ou dans le podcast tout simplement. Et non, je ne ferai pas différemment. Je pense que je ferai exactement la même chose. Ouais, je pense que j'ai commis des erreurs. Lesquelles, vas-y? Pour pas que les autres les commettent, même si il faut quand même les commettre pour s'en rendre compte. Alors, par exemple, une de mes grandes erreurs, c'était justement au départ de répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Ça a été une erreur. Parce que j'ai été parfois un peu harcelé par des gens. Il y a toutes sortes de gens qui me contactent et au début c'était sans filtre. Et j'ai remarqué que parfois c'était pas forcément mal intentionné, mais pas non plus très sain. Et je me suis un peu épuisé avec ça. Donc maintenant, je sais que... Alors je réponds toujours. Par exemple, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, voilà, ma grand-mère a été assassinée dans les années 70. C'était pas le même tueur, mais elle m'a donné des conseils d'enquête, par exemple, sur Messenger. Je réponds. Mais je fais quand même assez attention et j'essaie de limiter. Maintenant, je me dis, les gens qui veulent vraiment me contacter, ce sont les comptes... Enfin, ils peuvent s'abonner au Patreon pour me contacter. C'est par cette voie-là que je suis joignable. Mais c'est pas open bar, quoi. Ça, on se rend pas compte, mais ça peut être épuisant parce que c'est jour et nuit. Voilà, parfois il m'arrivait de me lever la nuit, de brancher mon portable ou de regarder l'heure et de voir que j'avais des messages de gens le week-end, tout ça, et au bout d'un moment c'est épuisant. Voilà, maintenant je me protégerai davantage, en fait. Ça fait partie des erreurs. Après j'ai eu j'ai été, on va dire, assez naïf au début, confiant. J'avais pas réfléchi à la monétisation de mon podcast. Ça, c'était une erreur. Et malgré tout, ça s'est quand même bien passé. Donc je ne peux pas dire que c'est non plus une erreur parce que j'ai appris en faisant, en fait. Voilà, tout est empirique, comme tu dis. Moi, je fonctionne comme ça, donc voilà.